Sous les lustres d'acier du 32e étage, la lumière froide se reflétait sur le marbre noir, comme si des éclats d'étoiles avaient été piégés là. Assis dans ce silence de verre et d'acier, Malik Sow poussait son balai avec des gestes lents, précis, presque hypnotiques. 3 années qu'il répétait la même chorégraphie, effaçant chaque jour les traces de chaussures qui valaient plus que 6 mois de son salaire. 3 années à se fondre dans le décor, à devenir invisible, tout en observant chaque détail. Dehors, Londres se noyait sous une pluie de rue, transformant les lumières de Canary Wharf en taches floues d'aquarelle. Le bâtiment, d'ordinaire bourdonnant de monde, n'abritait plus qu'une poignée d'âmes. Et tout en haut, la lueur obstinée du bureau de Jade Varenne, reine incontestée de l'empire pharmaceutique Varenne Industries, brûlait encore, comme un phare arrogant qui ne s'éteint jamais. Malik connaissait cet endroit par cœur. Il savait à quelle heure Jade raccrochait le téléphone, quels dossiers elle laissait traîner, et surtout comment elle traitait ceux qu'elle considérait comme insignifiants. À ses yeux, il n'était qu'un balayeur illettré. Elle ignorait que sous la casquette élimée et les mains calleuses se cachait un homme qui parlait 5 langues, qui avait dirigé des missions de renseignement militaire, et qui, depuis 1000 jours, préparait sa vengeance. Ce soir-là, la colère de Jade faisait vibrer l'air jusque dans le couloir. Un appel avait tout déclenché. Charles Denford, l'industriel prévu pour l'accompagner au gala le plus couru de l'année, venait de se dérober. Sa femme avait découvert leur liaison et menaçait de divorcer. Restait 3 heures avant l'événement, et pour Jade, s'y présenter seule serait comme jeter du sang dans une mer pleine de requins. La porte de son bureau s'ouvrit brusquement, et elle apparut. Tailleur noir taillé sur mesure, silhouette affûtée par des années de soins et de discipline, cheveux tirés si nets qu'il semblait sculpter son visage de marbre. Son regard glissa sur Malik sans le voir vraiment, jusqu'à ce qu'une idée germe, cruelle et brillante, l'amenait, lui, au bras. Un balayeur au gala. Le message serait clair. Elle pouvait se permettre de venir avec n'importe qui et dominer la soirée malgré tout. Elle traversa le couloir d'un pas sec, son parfum mêlant fleurs blanches et métal froid. La proposition fut aussi simple que humiliante. 3000 livres pour 3 heures, un smoking, un sourire, pas un mot de trop. Malik leva enfin les yeux. Pendant 3 ans, il avait évité son regard. Mais là, l'espace d'une seconde, elle lut quelque chose qui la fit vaciller. La fixité d'un prédateur patient. Puis ce fut fini. Il rebaissa les yeux, docile, acceptant l'offre d'un ton soumis. 1 heure plus tard, dans la suite présidentielle de l'hôtel Brantil, les stylistes s'affairaient. Mais lorsqu'il sortit de la salle d'essayage, ce ne fut pas une métamorphose qu'ils révélèrent, mais une vérité cachée. Le smoking semblait taillé sur lui depuis toujours. La posture, le port de tête, la précision des gestes. Rien ne rappelait un simple employé d'entretien. Sur son poignet, il ajusta une montre suisse rare, surgie de nulle part. Jade sentit, pour la première fois depuis longtemps, une fissure dans son assurance. Le trajet jusqu'au palais où se tenait le gala se fit dans un silence tendu. Malik répondait à ses questions par des phrases courtes, presque neutres. Mais lorsqu'ils passèrent devant l'ambassade de Russie, elle surprit un infime mouvement de sa main vers son flanc gauche, geste instinctif d'un homme habitué à porter une arme. Sous les éclats des flashs, ils firent leur entrée. Jade savourait déjà le trouble qu'elle provoquait, jusqu'à ce qu'un diplomate russe traverse la salle pour s'arrêter net devant Malik, le saluer avec un respect militaire et l'appeler Colonel Sow. Ce fut la première secousse. La soirée venait à peine de commencer, et Jade comprit, trop tard, qu'elle venait d'inviter dans son monde l'homme qui avait patiemment attendu ce moment pour le détruire. La salle, baignée par la lumière dorée des lustres en cristal, s'était figée autour de cette scène improbable. Les conversations se suspendirent comme si quelqu'un avait coupé le son. Les regards convergeaient vers Malik, mais lui ne semblait pas troublé. Au contraire, il répondit en russe avec une aisance glaciale, comme s'il reprenait une conversation interrompue la veille. Jade, figée à son bras, ne comprenait pas un mot, mais le ton seul suffisait à faire naître une inquiétude sourde dans sa poitrine. Le diplomate s'éclipsa avec une poignée de main respectueuse, mais à peine avait-il disparu que d'autres silhouettes influentes se rapprochèrent. Un ancien général britannique,
droit comme une épée, salua Malik avec chaleur. Un attaché militaire français lui adressa un « Mon colonel » appuyé. Même un ministre allemand, pourtant réputé distant, leva son verre dans sa direction. En moins de 10 minutes, l'homme qu'elle avait voulu exhiber comme une humiliation s'était mué en centre gravitationnel de la soirée. Et ce respect, Jad le sentait, n'était pas fin. La valse d'ouverture débuta. Sous le regard des caméras et des invités, Malik l'entraîna sur la piste avec une précision parfaite. Son corps savait guider, contrôler, anticiper chaque mouvement. Jad, qui avait toujours mené la danse dans tous les aspects de sa vie, se retrouva contrainte de le suivre. Elle tenta de reprendre la main par des questions anodines, mais il esquivait chaque tentative avec un sourire calme. Jusqu'à ce qu'il se penche vers elle, son souffle effleurant son oreille et qu'il commence à parler. Sa voix, basse, contrastait avec l'élégance des pas qu'ils exécutaient. Il évoqua un soir d'hiver, 3 ans plus tôt, une voiture percutée volontairement par un camion volé, une femme enceinte, morte sur le coup, un bébé prématuré arraché aux décombres par miracle, une enquête étouffée, des preuves effacées, des témoins disparus, et au centre de tout cela, une journaliste qui s'apprêtait à révéler un scandale sanitaire, des médicaments falsifiés envoyés en Afrique par Varenne Industries, responsable de la mort de milliers d'enfants. Jad sentit son sang se retirer de ses veines. Elle connaissait cette opération. Elle savait que des ordres avaient été donnés pour faire taire la journaliste, coûte que coûte. Ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'est que le balayeur engagé 6 mois plus tard soit le mari de cette femme. La musique se termina. Malik la guida hors de la piste avec la même courtoisie impeccable. Mais Jad ne parvenait plus à respirer normalement. L'air lui semblait lourd, saturé de menaces invisibles. Plus tard dans la soirée, ils quittèrent le palais pour regagner son penthouse dominant Londres. Là, sous les baies vitrées ouvertes sur la ville, Malik s'assit devant le piano à queue et se mit à jouer du Chopin. Chaque note résonnait comme une pièce de son histoire, la douleur, la patience, la colère froide. Jad, debout près du bar, ne quittait pas l'arme posée sur la table des yeux. À côté, un disque dur. « Tu crois que je suis venu les mains vides ?» demanda-t-il sans lever le regard de ses touches. Il expliqua alors, avec la précision d'un homme qui ne laisse rien au hasard, que depuis 3 ans, il avait bâti un réseau de protection. Des copies de preuves dissimulées dans plusieurs pays. Un système prêt à tout révéler si lui ou sa fille subissait le moindre mal. Et Emma, la petite Emma, se trouvait en lieu sûr, hors de portée. La confrontation dura toute la nuit. Pas d'éclat de voix, pas de gestes brusques. 2 prédateurs s'évaluaient, chacun comprenant que l'autre détenait une arme impossible à neutraliser. À l'aube, un accord fut scellé. Jade coopérerait pleinement avec la justice, livrant noms, dates, comptes bancaires et archives, mais en préservant les emplois de ses 30 000 salariés et en redirigeant ses ressources vers de vrais projets médicaux. En échange, Malik cesserait sa traque. 3 jours plus tard, les caméras du monde entier filmaient Jad Varenne franchissant les portes de Scotland Yard, flanqué de ses avocats et de valises remplies de documents. Ce fut le déclenchement d'un séisme judiciaire baptisé « Opération Médecine Propre ». En 24 heures, des dizaines de mandats d'arrêt furent émis. Les tabloïds se régalaient des images de dirigeants menottés, de villas saisies, de comptes suisses gelés. Et pourtant, chaque matin à 6 heures, Malik revenait à la tour Varenne, en tenue de travail, poussant son chariot et saluant les employés d'un signe de tête. Désormais, chacun savait qui il était. Mais il continuait à laver les sols comme si de rien n'était. C'est dans ce décor, un après-midi d'hiver, qu'une nouvelle tomba. Robert Henslow, le bras droit de Jade et l'homme qui avait orchestré l'accident de sa femme, venait d'être arrêté à Heathrow. Dans ses bagages, assez de preuves pour faire tomber 50 complices supplémentaires. Malik accueillit la nouvelle d'un simple hochement de tête avant de disparaître dans les toilettes du 15e étage. On le retrouva à genoux, les mains crispées sur la cuvette, pleurant en silence. Pas de joie, mais un poids immense enfin levé. Le lendemain, Emma vint vivre avec lui. L'appartement qu'il loua n'avait rien de luxueux. 2 chambres, un petit salon et une vue sur les toits gris de Shoreditch. Chaque matin, il l'accompagnait à l'école avant de rejoindre la tour pour travailler.
Chaque soir, il dînait simplement, riait, et il lui lisait des histoires en français, en anglais ou dans une langue que peu d'enfants connaissaient. Mais derrière cette vie presque ordinaire, Malik savait que la partie n'était pas terminée. Il n'avait pas seulement vengé sa femme, il avait ouvert une porte. Et ceux qui se trouvaient derrière n'allaient pas rester immobiles. L'hiver s'était installé sur Londres, et avec lui, une apparente accalmie. Les journaux continuaient de publier chaque jour de nouvelles révélations issues de l'opération Médecine propre. Les visages jadis intouchables de la finance et de l'industrie se retrouvaient en première page, tête baissée, menottés. Mais pour Malik, ce n'était pas terminé. Il savait qu'il restait encore des ombres à chasser, et que certaines ne se montraient qu'au moment où elles pensaient la tempête passée. Un soir, alors qu'il nettoyait l'ancien bureau de Jad, désormais transformé en salle d'archives scellée, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une latte du parquet, près de la bibliothèque, semblait légèrement surélevée. Par habitude, il prit l'outil qu'il gardait toujours à portée, glissa la lame et souleva le bois. Dessous, une boîte métallique munie d'un verrou électronique. Le code lui vint immédiatement. La date d'introduction en bourse de Varenne Industries, le jour où Jad avait atteint son apogée. À l'intérieur, il trouva une lettre manuscrite, datée du soir du gala. Dès les premières lignes, il comprit que Jade avait su. Elle l'avait reconnu avant même que le diplomate russe ne prononce son nom. Elle avait vu, dans sa manière de porter le smoking, dans son maintien, dans son regard, qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais le ton de la lettre n'était ni arrogant ni provocateur. C'était celui d'une femme qui admettait sa défaite face à un adversaire plus patient et plus déterminé qu'elle. Sous la lettre, des clés de coffre suisses, pas d'argent. Tout avait été saisi, mais quelque chose de plus précieux. Des brevets et des formules de médicaments que Jad avait volontairement cachés, jugés non rentables, car destinés à soigner des maladies rares. Et, plus inattendu encore, un disque dur contenant des recherches menées par Sarah, la femme de Malik, avant sa mort. Non seulement elle enquêtait comme journaliste, mais elle travaillait aussi comme biochimiste de haut niveau. Elle avait découvert des solutions que les laboratoires avaient ignorées ou enterrées. Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. Il lut, tria, comprit l'ampleur de ce qu'il tenait. Au petit matin, lorsque Emma se leva, elle trouva son père assis au bureau, les yeux rougis, mais un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans. Les mois suivants, Varenne Industries changea de visage. Les brevets oubliés furent exploités. Des médicaments coûteux à développer, mais vitaux pour quelques centaines de malades dans le monde, virent le jour. Ce qui semblait un suicide économique devint une renaissance morale. Les hôpitaux achetaient par principe, les gouvernements subventionnaient et les dons affluaient. L'entreprise se bâtissait une réputation de sauveur, pas de prédateur. Un après-midi, alors qu'il traversait le hall avec son chariot, un journaliste l'interpella. « Colonel, pourquoi continuer à laver les sols alors que vous dirigez officieusement un empire ?» Malik s'arrêta, posa son balai et répondit simplement « 3 ans à faire semblant d'être rien pour pouvoir tout changer. Aujourd'hui que j'ai ce pouvoir, je dois me souvenir de ce que c'est que d'être rien. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas commander, c'est servir. » L'interview fit le tour du monde. On l'appela le concierge qui avait nettoyé l'Empire. Des offres de livres, de films, d'émissions affluèrent. Il les refusa toutes. Ce n'était pas son histoire qui comptait, mais celle de Sarah, d'Emma, et des 2000 enfants morts en Afrique. 2 ans plus tard, Jad obtint une permission de sortie anticipée. Elle se présenta, sobre et vieillie, à la fondation rebaptisée du nom de Sarah Sow. Elle apportait une clé USB contenant la liste complète des complices internationaux. La dernière pièce du puzzle, Emma, aujourd'hui adolescente, la salua avec un calme désarmant et prononça simplement « Tout le monde mérite une deuxième chance ». 5 ans après la soirée du gala, Londres inaugura le centre de recherche Sarah Sow. Malik coupa le ruban aux côtés d'Emma, sous les applaudissements. Au fond de la foule, Jad observait, en silence. Elle avait purgé sa peine et travaillait désormais comme bénévole dans une petite clinique de l'East End. Ce soir-là, de retour dans son modeste appartement, Malik contempla les photos au mur. Sarah souriante, Emma bébé, et un cliché du gala. Non par nostalgie, mais comme rappel.
Parfois, il faut se déguiser en balayeur pour nettoyer le monde. Sur son bureau, dans un coin, un vieux balai reposait encore, non pas comme un outil, mais comme un symbole. Celui de l'homme qui avait attendu 3 ans dans l'ombre pour frapper au moment exact et qui, au lieu de détruire, avait choisi de transformer le poison en remède.